Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine. Enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question de l'anticipation des droits de succession dans le cas d'un héritage avec deux points de vue. Le point de vue du notaire, maître Barbara Thomas-David, notaire à Paris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et le point de vue d'une ingénieure patrimoniale, Sophie Nouy, responsable du pôle ingénierie patrimoniale chez Cyrus Conseil. Bonjour Sophie Nouy. Bienvenue à toutes les deux. On va parler des droits de succession, comment les comprendre pour ensuite les anticiper. On va peut-être commencer par essayer de les comprendre. Déjà, en fait, les droits de succession, c'est quelque chose qui peut s'avérer très coûteux lorsqu'on ne les a pas suffisamment anticipés et que, en tant qu'héritier, on va toucher un héritage. Peut-être votre point de vue à vous, maître Barbara Thomas-David, puisque vous êtes finalement la personne avec qui on échange lorsque on fait face à une succession. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, les droits de succession, vous les payez au moment du décès. C'est le principe, c'est comme Bien ça sûr. c'est le nom. C'est le droit de récupérer du coup une partie de l'héritage. On paye à l'État, en fait, c'est une fiscalité sur ce... Voilà, et la fiscalité est en fonction du lien de parenté qui existe entre le défunt et la personne à qui il transmet. Vous voyez, par exemple, vous n'avez pas de droit de succession entre conjoints ou entre copaxés. D'accord. En revanche, au profit des enfants, qui sont les héritiers en ligne directe les plus proches, vous avez des droits qui sont très vite à 20% et vous pouvez, pour les patrimoines conséquents, monter jusqu'à 45%. Donc, d'où une anticipation qui peut être intéressante, puisque l'anticipation, outre le fait que civilement, c'est souvent la paix des familles, et bien sûr, ouais. fiscalement, il y a ce sujet-là aussi, oui, mais... il y a ce sujet qui est le plus important à mon sens, parce que vous ne devez jamais faire passer la fiscalité, si vous voulez, avant l'anticipation civile. Il faut que la chose soit intéressante civilement. Et si civilement, eh bien, c'est intéressant, vous pouvez étudier l'enjeu patrimonial fiscal. Et l'anticipation, eh bien, va vous permettre de faire des économies importantes, puisque vous avez des abattements qui se reconstituent, puisque vous pouvez faire du démembrement de propriété, et puis parce que aussi le défunt, il peut payer les droits au nom et pour le compte de ses enfants. Donc vous avez tout un tas de mécanismes qui permettent, par l'anticipation, de réduire considérablement la note. Alors, c'est peut-être hors sujet fiscalité, mais lorsque vous constatez des successions qui ne se passent pas bien, la fiscalité peut être un sujet ou pas forcément ? C'est deux choses qui sont différentes, mais c'est vrai que puisque fiscalement vous devez finalement régler votre succession dans les 6 mois du décès, vous allez encore plus cristalliser ça va exacerber potentiellement des tensions. Les problématiques, tout à fait. Alors, Sophie Nouy, maître Barbara Thomas-David nous a donné deux sujets sur la fiscalité. C'est d'abord le lien de parenté qu'on peut avoir avec les personnes et les niveaux, en fait, les montants finalement qu'on va atteindre. Est-ce que on vient vous voir pour vous dire il faut que je prépare ma fiscalité, ou de toute façon on se dit que ça ne nous concerne plus, entre guillemets? Alors, on vient nous voir pour en parler. D'accord, quand même. Et même quand on ne vient pas nous voir pour en parler, nous, on est à l'initiative du fait d'en parler. L'idée, c'est que plus votre patrimoine est important, plus vous allez payer des droits élevés. Et effectivement, le lien avec les enfants fait que vous allez atteindre très vite une fiscalité à 45%. D'accord. Si vous avez un patrimoine très élevé et que vous avez 3 ou 4 enfants, celui qui reçoit le plus de votre succession, c'est l'administration fiscale. D'accord. Parce que 45%, c'est énorme. Parce que 45%, c'est des montants élevés. Alors, c'est progressif, il y a un barème. Et c'est tout ce qu'indiquait maître Thomas-David. C'est quelque part, plus vous allez anticiper, plus vous allez pouvoir profiter de donations. Le fait de donner de votre vivant, prendre en charge vous-même les droits, ce qui évite de payer des droits sur le montant du cash que vous allez utiliser pour payer les droits. D'accord. Et en plus vous allez pouvoir régler la paix des familles et faire en sorte que tel enfant récupère tel bien, tel autre tel bien, à un moment où c'est intéressant pour lui. L'avantage de faire ça, c'est que le barème des droits de donation, c'est le même que celui des droits de succession, et il se reconstitue ainsi que les abattements tous les 15 ans. Et on n'a pas... Combien de fois est-ce que vous avez 15 ans dans votre vie pour laisser passer le temps et faire des transmissions à vos enfants? Donc plus vous vous y prenez tôt, plus vous avez de probabilité que les 15 ans se reconstituent, que vous puissiez recommencer et que finalement le patrimoine qui reste à transmettre au moment du décès soit faible. Exactement. Et vous aurez eu l'occasion de transmettre avec les abattements ou avec les tranches à 20% des montants plus importants que si vous attendez la dernière minute où finalement la totalité du patrimoine doit être transmise au moment du décès. Donc finalement, la technique, si je comprends bien, pour anticiper sa
sa succession, c'est de commencer à donner avant. Exactement. Ce n'est pas des placements spécifiques où on irait bénéficier d'une fiscalité avantageuse ou autre, c'est de commencer en fait à faire des donations plutôt que de faire une succession. Il faut des petits ruisseaux pour pouvoir avoir un effet qui est important. Donc il faut commencer à donner tôt. Après, quand il reste des choses, il faut quand même préserver son propre patrimoine, garder son cadre de vie, ne pas donner sa résidence principale, et conserver des liquidités pour faire face à son train de vie, à des coups durs. Mais dans ce cas-là, on trouvera les bons placements. Mais ce qui compte, c'est vraiment d'anticiper le plus possible. Et alors, quand on anticipe, on passe systématiquement devant un notaire, maître Barbara Thomas-David, notamment pour faire des donations à ses enfants? Tout à fait. Alors, les donations sont obligatoirement, si vous voulez, passées par un notaire. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est un acte qui est grave et important, puisque vous vous dépouillez de votre vivant et irrévocablement. Donc, il faut, je dirais, une conscience, un consentement éclairé. Et le notaire, c'est le tiers de confiance qui va vérifier que l'aspect civil et fiscal est bien respecté. Et notamment parce qu'il peut y avoir une question d'équité aussi, c'est-à-dire que parce qu'on ne peut pas déshériter un de ses enfants, donc il y a normalement une certaine équité au niveau des enfants lors de la succession. C'est la même lors de la donation ? Non. Au moment de la donation, vous pouvez rompre l'égalité parce que vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez de votre patrimoine. En fait, on remet les compteurs à zéro au moment du décès. C'est-à-dire qu'au moment du décès, si un enfant a été avantagé plus qu'un autre, on va, nous, notaires, refaire les comptes et regarder si ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est-à-dire la part du patrimoine que vous pouvez transmettre à qui vous souhaitez, si cette part, elle n'est pas dépassée. Et si un enfant a reçu plus que l'autre, mais au-delà de cette quotité disponible, il va devoir remettre sur la table ce qu'il a reçu en plus. Alors, il doit rembourser ou il doit juste, il va toucher moins dans la succession? Alors, ça dépend. Si vous voulez, s'il a touché trop, mais que vous avez encore suffisamment dans le patrimoine, il va faire ce qu'on appelle un moins prenant, c'est-à-dire qu'il va prendre moins que les autres. Mais s'il a carrément dépassé, qu'il ne reste plus dans le patrimoine suffisamment pour permettre à tout le monde de recevoir sa réserve héréditaire, eh bien, il va devoir rembourser à ses frères et sœurs ce qu'il a reçu en trop. Et alors, au niveau des mécanismes, Sophie Nuy, parce que là, effectivement, moi, je pose la question, et je pose la question en parlant de montants, mais généralement, ce n'est pas des montants, c'est des biens, c'est parfois des dettes, c'est des maisons, c'est des choses qui ont une histoire. Comment est-ce qu'on met un prix derrière tout ça, et comment est-ce qu'on l'anticipe pour faire en sorte que la transmission se fasse, ou en tout cas que la donation se fasse le plus facilement possible? Alors, idéalement, on essaye d'en parler en famille et de voir que tous les enfants n'ont pas envie des mêmes biens. S'il y a une entreprise dans la famille, on revient à cette notion de paix des familles quand même, c'est la priorité. S'il y a une entreprise en général, il y a un enfant qui est repreneur ou quelques enfants qui sont repreneurs et pas forcément tous, donc ça ne fait pas de difficulté de dire que l'entreprise va aller aux enfants repreneurs. S'il y a des biens dans lesquels donc une des familles... La transmission de l'entreprise est potentiellement plus facile que... pas toujours, mais... Ce qui va compter après, c'est à combien on l'estime, comment on dédommage les autres, tout ça, ça peut donner lieu à des crispations. Mais pour autant, savoir qui va récupérer les titres, c'est assez simple. C'est celui qui l'a dit en général. Sur les maisons, c'est un peu pareil. Les enfants ne veulent pas systématiquement la totalité des maisons. Quand ils veulent hériter à parts égales de certaines maisons, ça va créer une indivision, ou alors on organise les choses avec des structures type SCI pour faire en sorte que les choses soient un petit peu plus normées. Et donc ça, créer une SCI, par exemple, c'est un moyen d'anticiper en fait une succession. Exactement. C'est ça, parce qu'on donne des titres. Mais ça ne coûtera pas moins cher en droit. D'accord. Ah, là, c'est. Je pensais justement que du coup, ça facilitait la transmission. Ça facilite parce que ça facilite la paix des familles. C'est pour ça que les professionnels du droit vous le disent régulièrement. Il faut faire attention à qu'est-ce qui va se passer dans votre maison si tous vos enfants, vous avez 4 enfants, se retrouvent en indivision sur la maison. Qui va payer les factures? Qui va s'occuper de déterminer qui va aux vacances? Qui va déterminer quand est-ce qu'il faut la louer? C'est un petit peu difficile. Sur l'indivision, il faut souvent l'unanimité pour prendre les décisions. Il vaut mieux passer par des sociétés civiles parce que dans ce cas-là, qui prend les décisions? On regarde ce qui est dit dans les statuts. En général, c'est le gérant. Le gérant prend l'ensemble des décisions. Parce que c'est une entreprise, donc en fait... Exactement, ça échappe au droit classique. Et donc, c'est les statuts qui sont la règle du jeu. Et l'avantage dans ce cas-là, c'est que les factures sont payées et que dans les cas où il y en a certains qui veulent sortir, on a un peu déterminé comment ça allait se faire. Donc, c'est plus facile d'organiser la gouvernance avec des SCI. Mais une SCI qui détient une maison qui vaut 100 va être transmise avec la même fiscalité qu'une maison qui vaut 100 qui doit être transmise de son côté. Donc, c'est plus facile, mais ce n'est pas forcément moins coûteux. Un des points auxquels il faut faire attention pour que ce soit
pas forcément moins coûteux, mais que les droits de succession soient plus faciles à payer, parce qu'il va en rester au moment du décès, c'est d'avoir les liquidités suffisantes pour les payer. Bien sûr, capable de payer. Oui, exactement. Bien sûr. Et pour ça, parce qu'il y aura une succession, il y aura des frais quoi qu'il arrive, et donc il faut être capable de les payer. Absolument. Donc soit on a des liquidités dans la succession parce qu'il reste un PEA, il y a de l'argent dans des structures, sur des comptes à vue, sur des comptes titres, etc. Soit il faut de l'assurance vie qui en plus a une fiscalité favorable. Mais la pire situation, c'est de ne pas avoir préparé la situation, de se retrouver dans une succession avec beaucoup d'immobilier et de devoir vendre en catastrophe, car vous l'avez dit, cher maître, il faut payer dans les 6 mois. Et payer dans les 6 mois, quand on voit les années qu'on vient de passer, c'est pas toujours facile de vendre. Alors, dans le cas du Covid, il y a eu des délais, mais enfin, pour autant, mettez en vente une entreprise qui n'est pas reprise ou mettez en vente un bien immobilier dans une zone qui n'est pas très dynamique parce que vous avez besoin de liquidité pour payer les droits, parfois il faut plus de 6 mois, surtout s'il y a l'été au milieu. Donc il faut faire attention. Anticiper, c'est aussi pas forcément diminuer la facture, mais c'est également avoir les liquidités pour les payer. Maître Barbara Thomas-David, vous constatez ça effectivement, que la liquidité, le fait de pouvoir payer ces fameux droits de succession, même si on les a peut-être un petit peu réduits de son vivant, c'est quelque chose qu'il faut réellement anticiper ? Ah bah oui, d'autant plus qu'effectivement, quand vous avez un patrimoine qui n'est pas liquide, une maison, plusieurs appartements ou même des parts de SCI, parce que ça peut être compliqué. Oui, vous devez effectivement liquider votre actif pour pouvoir payer droit. Alors effectivement, il y a une autre possibilité, c'est le mécanisme de l'assurance vie qui vous permet, avec vos enfants, d'anticiper la chose, d'avoir finalement une fiscalité différente, parce que la fiscalité de l'assurance vie est plus avantageuse. Et elle est plus avantageuse et même civilement, si vous voulez, le droit de l'assurance vie et le droit des successions, c'est deux codes différents. Les successions, c'est le code civil, l'assurance, c'est le code des assurances. Donc effectivement, vous pouvez jouer avec ça. Et ça, c'est très important d'essayer d'anticiper et de placer en assurance vie les droits de succession qui vont être ceux de vos enfants. Et donc là, pour le coup, ça peut également permettre de potentiellement payer une succession. Mais du coup, ça permet quoi en fait, cette assurance vie, c'est hors enveloppe de succession. C'est ça, c'est quelque chose qui est donné à part, qui est potentiellement donné en anticipé. Oui, tout à fait. En fait, l'assurance vie, comme je vous le disais, ça obéit aux droits des assurances. Donc, vous avez une fiscalité différente et normalement, ça ne rentre pas dans la liquidation de votre succession. Ce qui vous permet une libéralité plus importante. Il faut juste être raisonnable, parce que vous avez des règles du Code civil. Être raisonnable et justement pas trop donner dans l'assurance vie, parce qu'on aurait l'impression du coup qu'on fait ça sortir de la succession. C'est-à-dire que oui, vous avez une règle qui est celle des clauses manifestement exagérées. Si vous voulez, si vous exagérez trop avec votre assurance vie, on va... Par rapport à son patrimoine personnel, exactement, on va vous dire, vous êtes en train de biaiser la réserve héréditaire de vos enfants, donc on va vous demander de rapporter au pot. Et tout ça est une question de jurisprudence. Alors, on a évoqué la SCI, on a évoqué l'assurance vie. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, Sophie Nouy, que vous pouvez nous donner sur justement cette possibilité d'anticiper ou de transmettre une partie de propriété ? Vous avez d'ailleurs évoqué, Maître Barbara Thomas-David, dans l'introduction, cette notion de nue propriété usufruit également, qui est un autre mécanisme. Il faut faire un petit peu de tout. Sur l'assurance vie, il faut effectivement raison garder. Il faut aussi faire attention avec l'assurance vie pour une autre raison, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle sera la fiscalité au jour du décès de celui qui l'a souscrit. Bien sûr, celle-ci évolue. Celle-ci évolue. Moi, j'ai connu l'assurance vie qui était exonérée de tout droit. Après, ça a été 20% avec un abattement. Maintenant, on est à un taux qui est à 31,25. Alors 31,25, c'est mieux que 45. Enfin, je ne suis pas certaine quand mes clients placent en assurance vie qu'au jour de leur décès, ils seront à 31,25. Mais par contre, la fiscalité sur les droits de succession, elle aussi évolue dans le temps, au gré des présidentielles. Mais finalement, à la marge, assez peu. On est au-dessus de 40% depuis longtemps en ligne directe. Et on est quand même sur des taux qui sont passés de 20 à 31,25 en assurance vie. Oui, ça change pas mal, effectivement. Ça change pas mal et ça s'est fait en une fraction de seconde. Donc, c'est important de garder en tête qu'il n'y a pas de solution miracle. Il faut vraiment faire un petit peu de tout. Il faut effectivement aussi penser à tout le démembrement, à faire des donations en amont de biens en nue propriété lorsqu'on n'a pas besoin de la pleine propriété du bien et qu'on peut se satisfaire des revenus et de la jouissance du bien. Et puis, il faut aussi réfléchir au moment de la succession. Il y a un certain nombre d'options, notamment pour le conjoint survivant, sur lesquelles il faut réfléchir. Parfois, payer moins de droits, ça veut dire payer une seule fois. Et parfois, pour ça, il faut refuser. Vous avez parfois des conjoints qui sont bénéficiaires de contrats d'assurance vie, qui ont suffisamment de patrimoine par ailleurs, suffisamment de liquidité. Et le fait de renoncer à la clause, en ayant vérifié qui est-ce qui vient en bénéficiaire suivant, et en laissant les enfants toucher l'assurance vie tout de suite,
ils touchent la fiscalité de l'assurance vie, ils vont la payer, mais ça évite que ça vienne gonfler le patrimoine du conjoint survivant. Ensuite, ça tombe dans, les droits dans la succession du survivant et que ça vienne gonfler les droits de succession. Mais alors ça, c'est un vrai sujet effectivement que je voulais aborder, parce que là, effectivement, on a pris le parti du conjoint enfant, mais on pourrait aussi avoir grands-parents, parents, enfants. Avec l'allongement de la durée de vie, maître Barbara Thomas-David, parfois, en fait, on va se retrouver à 60 ans, alors qu'on a déjà une grande partie de sa vie, pas forcément derrière soi, mais en tout cas, on a passé les premières étapes. On aurait pu avoir besoin de beaucoup de liquidités pour l'achat d'un premier appartement, pour un mariage, potentiellement pour payer des études des enfants. Et on va se retrouver, du coup, avec un héritage. Et c'est presque trop tard. En fait, on n'en a plus besoin. Et du coup, est-ce que vous constatez, vous, de plus en plus des successions grands-parents, petits-enfants directement, par exemple ? Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a encore 30 ans, la succession, elle avait une fonction de transmission et de coup de pouce aux enfants qui démarraient dans la vie. Bien sûr. Tout ça, c'est terminé. Et donc, de plus en plus, on pense à ce qu'on appelle des donations transgénérationnelles. C'est-à-dire, vous avez une stratégie patrimoniale qui va vous permettre de sauter une génération parce que la génération intermédiaire, que sont vos enfants, sont déjà pourvus dans la vie et n'ont pas besoin finalement Bien sûr. Argent. Donc effectivement, avec son notaire, on réfléchit et vous faites souvent aussi ce qu'on appelle des donations-partage transgénérationnelles. C'est-à-dire que vous allez avoir un enfant qui, lui, aura besoin de cet argent et un autre enfant qui va laisser la main à ses propres enfants. C'est sur chaque situation, peut être ensuite différente. Oui, c'est-à-dire que vous avez les outils, si vous voulez, du Code civil sont là, ils sont nombreux pour justement trouver une solution sur mesure à chaque cas particulier. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus, alors peut-être pas dans les faits, mais au moins dans les réflexions des personnes qui pensent à leur succession, de transmettre directement à leurs petits-enfants ? Transmission aux petits-enfants, il y a des situations d'handicap, des enfants aussi qui font que vous allez transmettre différemment. Vous avez des enfants qui partent à l'étranger, du droit international qui se mêle à tout ça. Donc effectivement, c'est ce qui fait aussi l'intérêt du métier, c'est que vous allez trouver une solution sur mesure, et civilement et fiscalement, pour trouver un juste équilibre avec les souhaits du défunt. Et alors pour conclure, Sophie Nouy, excusez-moi, cette notion de transmission directement aux grands-parents, petits-enfants, c'est quelque chose qu'on réfléchit également quand on fait de l'ingénierie patrimoniale ? Tout à fait, ça fait partie des techniques. C'est vraiment important de regarder qui a besoin du patrimoine au moment où on va le transmettre. Et effectivement, il ne faut pas donner trop ni aux conjoints ni aux enfants. Dans certains cas, il vaut mieux renoncer au profit de la génération suivante. Ça permet vraiment d'éviter une transmission et d'éviter des droits. Et d'éviter de gonfler son patrimoine aussi. Exactement. Parfois inutilement. Et puis peut-être le dernier point, c'est que quand on a des patrimoines qui sont très importants, qu'on n'a pas forcément d'héritier direct et qu'on va dépasser les 45% dont on a parlé, entre neveux et nièces ou avec des membres de famille qui sont beaucoup plus éloignés, on peut atteindre 60% de fiscalité successorale. Là, il faut réfléchir aussi un petit peu à la composition de son patrimoine et sur les placements que l'on fait. On a parlé de l'assurance vie. Il y a d'autres placements qui bénéficient d'une fiscalité en matière de transmission qui est plus intéressante. Typiquement, on parle des bois et forêts où il y a un abattement de 75% sur les droits de succession sur ces biens-là. Alors, il ne faut évidemment pas avoir que ça, mais dans une allocation d'actifs bien équilibrée, ça peut être une façon aussi de réduire à terme la fiscalité sur la transmission. Encore faut-il avoir envie de les garder une fois qu'on a récupéré effectivement des bois et forêts, mais il y a effectivement cette fiscalité qui est très avantageuse et puis c'est écologique, mine de rien, quand même, d'investir dans des... Ça se vend bien. Et ça se vend bien. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Sophie Nouy, responsable du pôle ingénierie patrimoniale chez Cyrus Conseil. Merci maître Barbara Thomas-David, notaire à Paris, de nous avoir détaillé du coup les enjeux des droits de succession. On espère que ça vous a permis de mieux les comprendre et surtout de mieux les anticiper. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.